Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Ça va? J'espère que vous êtes heureux d'être parmi nous ce soir. En tout cas, je le suis. C'est encore un privilège de pouvoir être parmi vous pour vous aider dans le domaine de la santé. Et ce soir, tout particulièrement dans un domaine, une maladie qui touche beaucoup de personnes. Et même si vous n'êtes pas atteint de cette maladie, je pense que vous pourrez aider d'autres. En tout cas, j'espère que durant cette semaine, cela a pu vous aider, que cela a pu vous aider à prendre conscience de votre état de santé et surtout prendre conscience que c'est possible de changer, de se porter en bonne santé, d'avoir une santé de fer, c'est possible. Et c'est pour cela, j'aimerais vraiment que vous puissiez faire cette expérience. Et je sais que pour beaucoup, vous ne le regretterez pas. Donc, nous terminons ce soir avec ce dernier sujet qui s'intitule « Peut-on guérir du diabète ?» Et nous allons parler spécifiquement du diabète de type 2. Ce qu'on appelle aussi le diabète sucré, parce qu'il existe aussi le diabète de type 1, mais comme le diabète de type 2 est celui dont les personnes sont le plus atteintes, 90% des personnes qui ont le diabète, c'est celui du type 2, c'est de celui-ci que nous allons parler. Vous allez voir que le diabète, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. En effet, le Figaro dira par exemple dans cet article que l'Organisation mondiale de la santé alerte sur la hausse du nombre de diabétiques dans le monde. L'article nous dit ceci, que le diabète est un des principaux tueurs dans le monde aujourd'hui. Ceci a été averti par le directeur du département des maladies non transmissibles à l'OMS. Et il nous dit, selon le Diabetes Atlas, qu'une personne meurt du diabète toutes les 6 secondes dans le monde. Donc c'est pour cela que je voudrais parler de cette maladie, parce que c'est vraiment une des maladies chroniques la plus répandue. En effet, selon le rapport de l'OMS, le dernier rapport qui a été sorti en 2016, ce rapport mondial sur le diabète nous dit ceci, que 422 millions de personnes sont diabétiques dans le monde. Ici, il n'est recensé seulement les personnes qu'on a détectées. Il n'est pas compté tous ceux qui ne se sont pas fait dépister. Et c'est pour ça qu'ils disent que ça devrait être peut-être le double qui sont atteints aujourd'hui de diabète. On nous dit que le diabète pourrait devenir la 7e cause de décès dans le monde d'ici 2030. Qu'en est-il ici en Calédonie? Hier, nous avons parlé de ce rapport qui a été fait en 2015 par l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie. Et concernant les maladies chroniques, voici ce que nous disent les statistiques. C'est que pour ces maladies que les personnes ont entre 18 et 60 ans, on nous dit que le diabète, c'est la 2e cause de maladie juste après l'hypertension. Cela représente 4,3% de personnes qui ont été détectées, mais selon le journal Calédonie Première, on nous dit que 20 000 Calédoniens seraient diabétiques. Ça en fait beaucoup. Peut-être que vous aussi, sans le savoir, vous en avez, et c'est pour cela qu'il y a des dépistages qui sont gratuits et je vous conseille de le faire. Ce soir, nous allons voir qu'est-ce que c'est que ce diabète de type 2, qu'on appelle le diabète sucré, et surtout, est-ce que c'est possible de le guérir? Car aujourd'hui, on affirme que le diabète de type 2, c'est une maladie qui, une fois que l'on a, on ne va plus jamais s'en sortir, c'est à vie. On prend des traitements à vie. Voici ce que nous disent la plupart des personnes dans le domaine de la santé,
qu'il n'est pas possible de guérir de cette maladie. Nous allons voir tout d'abord, c'est quoi le diabète? Le diabète qu'on appelle le diabète sucré. Eh bien, on va reprendre le schéma que nous avons vu hier. Vous vous souvenez, nous avons vu que lorsque nous mangeons des glucides, dans la bouche, ça va se découper en petites molécules appelées glucose. Ce glucose, une fois qu'il va arriver au niveau de l'intestin, va entrer dans le sang. On avait vu que le sang, lui, il ne peut pas supporter une trop grande quantité de glucose parce qu'il pourrait avoir détérioration des vaisseaux sanguins et des nerfs. Également, il ne peut pas y avoir moins parce qu'on peut tomber en syncope, on n'a plus de glucose de carburant. Nous avons donc vu qu'il doit avoir une quantité de sucre appelée la glycémie entre 0,7 et 1,1 g par litre de sang, ce qui équivaut à peu près à 5 à 6 grammes. Comment est-ce que le corps, on a vu, va faire pour diminuer la quantité de sucre qui arrive lorsqu'il y en a trop? Eh bien, nous avons vu que c'est le pancréas qui va sécréter une hormone au niveau des cellules alpha-bêta de Langerhans, et cette molécule, c'est une hormone appelée l'insuline. C'est lui qui va permettre de diminuer le taux de glucose. Nous avons vu également parler du glucagon qui lui fait l'inverse, il relâche le glucose quand il n'y en a pas assez pour amener la glycémie au-dessus de 0,7. Nous allons voir, comme hier, le principe de l'insuline parce que c'est lui qui en est la cause à l'intérieur. En effet, quand nous mangeons, nous allons représenter ça par ce triangle. Nous avons vu que quand nous mangeons quelque chose qui contient des glucides, ce sucre qui va se décomposer, ce glucose, arrive dans le corps. Et nous avons vu que comme il y en a trop, le corps va, au travers du pancréas, sécréter l'insuline qui vont venir se fixer sur les cellules. Nous avons vu hier quel type de cellules contiennent ces récepteurs, ces serrures qu'on appelle les récepteurs à l'insuline. Ce sont les cellules du foie et les cellules musculaires. Donc, ces capteurs vont recevoir cette insuline, ça sera cette clé qui va ouvrir la cellule, permettant au glucose de rentrer à l'intérieur. Et nous avons vu que le glucose va entrer dans les cellules du foie, va entrer dans les cellules des muscles pour pouvoir être stocké et former ce qu'on appelle le glycogène, ce stock de sucre. Mais voilà le problème, c'est que lorsque nous mangeons, souvent on prend trop de sucre. Il y a trop de sucre qui arrive. Et nous avons vu que pour avoir ces 5 à 6 grammes de sucre dans le sang, 100 grammes c'est trop, on avait vu que l'insuline, quand il va le sécréter, vont aller sur les cellules du foie et des muscles et vont venir stocker, mais seulement 50-50. Il divise en deux. On a vu qu'il y a une limite à cela, parce que si je continue à manger sucré, alors au maximum, le foie pourra accumuler seulement 100 grammes, alors que les muscles, eux, 300 grammes. Qu'est-ce qui se passe s'il y a encore qui arrive? Nous avons vu que maintenant, ça va être stocké sous forme de graisse au niveau du foie et aussi dans des cellules adipeuses, des tissus adipeux. Et c'est là que se forme la graisse parce qu'il y a trop de sucre. On va former avec ce glucose de la graisse. Donc c'est ce que le corps fait pour se protéger, pour éviter d'avoir trop de sucre dans le sang. Maintenant, dans le cas des personnes diabétiques, qu'est-ce qu'il se passe? Les personnes qui sont diabétiques, on le sait parce que quand ils vont se faire dépister, on mesure en fait leur taux de glycémie. Et on voit que leur taux de glycémie est supérieur à 1,1 g par litre. Ce qui veut dire qu'ils possèdent trop de sucre dans leur corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a trop de sucre dans leur corps? Nous avons vu que ce sucre qui devrait normalement entrer dans les cellules, il n'arrive plus à entrer. Autrement dit, ils vont rester à l'extérieur, dans le sang,
Et c'est pour cela que quand il est mesuré votre glycémie, eh ben, elle est élevée. Trop de sucre dans le sang. Pourquoi? Eh ben, c'est ce qu'on appelle un phénomène nommé la résistance à l'insuline. On résiste à l'insuline. Et maintenant, c'est là que l'explication, on va dire générale, intervient. Où on dira que ces personnes qui ont une glycémie trop élevée, trop de sucre dans leur sang, eh bien, l'explication générale, c'est de dire que la résistance à l'insuline est due soit à les récepteurs à l'insuline du foie et des muscles qui ne sont pas en bon état. Et c'est pour ça que l'insuline vient, mais ils n'arrivent pas à capter la présence d'insuline et que la porte reste fermée et que le glucose reste dans le sang. Et la deuxième explication qui est donnée, c'est de dire que, il y a une défaillance au niveau des cellules alpha de Langerhans dans le pancréas. C'est-à-dire que c'est eux qui n'arrivent plus à sécréter l'insuline. Et comme ils n'arrivent plus à sécréter d'insuline, il n'y a rien qui va venir pour ouvrir la porte et stocker ce glucose. Voici comment est interprété généralement ce phénomène de résistance à l'insuline. On dira c'est un problème de clé, de serrure, on a du mal à ouvrir la porte, ou sinon on ne forme pas assez de clés pour venir ouvrir la porte. Vous comprenez? C'est ce qu'on interprète et c'est pour cela que les personnes atteintes de diabète qui ont trop de sucre, le traitement pour ces personnes, c'est de leur administrer ce qu'on appelle de l'insuline. On leur fait soit des injections d'insuline, donc ils s'injectent de l'insuline, pour que cette insuline va venir essayer de débloquer la porte. Parce qu'ils ne produisent pas assez, ou parce qu'il y en a, ou parce que ça a du mal à rentrer, alors on va forcer la serrure. C'est ce qui se passe. C'est comme ça qu'on traite le diabète de type 2. Et finalement, ces personnes seront condamnées à se faire injecter. Et dans la majorité des cas, on voit que la quantité d'insuline qui est administrée ne va faire qu'augmenter. Et parce que ces personnes ne pourront jamais guérir, c'est normal, ils ne pourront jamais se passer puisqu'on augmente tout le temps le taux d'insuline. C'est comme ça, c'est parce que ça a été interprété comme ça, le phénomène de résistance à l'insuline. Et les conséquences, c'est ceci, puisqu'il n'y a plus, et c'est comme ça que vous saurez si vous avez ou pas le diabète, c'est que comme il y a beaucoup de sucre à l'extérieur et peu qui rentre, qu'est-ce qui se passe? On a moins d'énergie. Pourquoi moins d'énergie? Parce que le sucre n'entre pas. Le sucre, on avait vu, c'était le carburant qui réagit avec le dioxygène. Puisqu'on n'a pas beaucoup, on a ce qu'on appelle une fatigue chronique. On est toujours fatigué. Deuxièmement, ce qui va se passer pour ceux qui sont atteints de diabète, on voit que puisqu'il y a trop de sucre dans le sang, ce sucre dans le sang va commencer à détériorer les nerfs. Et c'est pour ça qu'ils ne ressentent plus, surtout vers les extrémités, la sensation de chaud ou de froid. Ils ont une perte de sensibilité. Et surtout pour ces personnes qui contiennent trop de sucre dans leur sang, ils ont du mal à cicatriser. Et parce que le sang a du mal à circuler et il stagne au niveau des extrémités, alors les vaisseaux sanguins seront détériorés à ce niveau et ils ont les extrémités qui sont noircies. Et également, ces personnes ont une soif constante parce que le corps cherche à diluer ce sucre. Et souvent, ils ont ce qu'on appelle de l'hypertension. C'est lié également. Le corps voudra diluer cela et c'est pour ça qu'il y a du liquide en plus qui va venir dans le sang et le volume de liquide va augmenter, créant ce qu'on appelle une hypertension. Il y a trop de liquide. Donc, ils ont une soif constante. Voici les symptômes de personnes atteintes de diabète. Donc, si vous avez un de ces symptômes, j'aimerais vous conseiller d'aller vous faire dépister. C'est gratuit. Et maintenant, lorsque vous saurez que votre taux de glycémie à jeun est trop élevé, alors c'est là qu'il faut réaliser qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que
je vais devoir m'injecter de l'insuline. Alors regardez maintenant l'explication de la résistance à l'insuline. Je vous ai donné l'explication générale, vous vous souvenez, qui dit que c'est un problème de serrure, on a du mal à ouvrir la serrure, les récepteurs ne fonctionnent pas et donc ça n'entre pas. Ou on disait que c'est un problème de sécrétion d'insuline et donc on va ajouter de l'insuline pour aider le corps à ouvrir et faire entrer. On va forcer. Alors la grande question c'est, est-ce que c'est réellement ça le phénomène de résistance à l'insuline? Et c'est pour cela que pour expliquer ce phénomène, nous allons étudier les études scientifiques, mais aussi la science. Parce que vous allez voir que les lois de la physique, c'est une loi qui régit votre corps du microscopique au macroscopique. Et c'est ça qui est extraordinaire. Nous avons parlé du Créateur. Nous avons vu hier par exemple que ce qui se passe au niveau de vos cellules, elles se nourrissent, elles respire, elle élimine, elle meurt. C'est la même chose qui se passe au niveau de votre corps. Nous mangeons, nous respirons, nous éliminons, mais aussi nous mourons. Vous allez voir que le Créateur a fait les choses de telle manière à ce que tout soit simple. Tout soit simple à comprendre. Et les choses sont faites comme ça. Et la même chose pour le phénomène de la résistance à l'insuline, vous allez voir que les lois physiques vont nous aider grandement à comprendre cela. Parce que tout est simplifié. Regardez ceci. Nous allons prendre un exemple de personnes à qui on va administrer de la drogue. Voici ce qui se passe concrètement. Donc j'ai juste recopié un graphique d'une étude. J'ai oublié de mettre la source, excusez-moi. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous le donner. Donc voici une étude qui a été faite sur des personnes à qui on va administrer de la drogue. On leur administre par contre la même dose, d'accord, à intervalles réguliers. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on administre une personne de la drogue? Voici qu'elle aura une sensation de bien-être. Et après, elle redevient normale. Sauf que, une fois qu'on ne lui donne plus, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand on ne lui donne plus, eh ben, elle va passer dans un état dépressif, c'est-à-dire qu'elle va commencer à ressentir un manque. Le fait que tout d'un coup elle a ressenti du bien, eh ben, juste après, une petite phase dépressive. Alors on lui donne encore de la drogue, en même quantité. Qu'est-ce qui se passe? Une phase de bien-être encore. Sauf que le bien-être ressenti est plus petit. Il y a moins de sensation de bien-être que lors de la première prise. Et aussi, la phase dépressive sera plus grande. Et c'est là le piège après. Parce que la phase dépressive est plus grande, eh bien, on ne lui administre plus la même, pas plus, mais on va lui donner encore la même quantité. Quand on lui donne encore cette même quantité, eh bien, il ressent moins de bien-être. Mais la phase dépressive est encore plus grande. On lui donne encore la même quantité, il ressent encore moins de bien-être et il est encore plus dépressif. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans son corps? Eh bien, il se passe que quand il va avoir de la drogue, la prochaine fois, eh bien, quand il aura la même quantité, eh bien, son corps va le tolérer plus facilement et c'est pour ça qu'il y a moins de bien-être. On lui donne la même quantité, il tolère. L'effet est moins grand parce qu'il arrive à tolérer cet intrus qui arrive. Ce qui veut dire que le corps il commence à s'habituer. Et c'est pour ça que ces personnes qui sont dans la drogue ont du mal à sortir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ressentir la même sensation et c'est pour ça qu'ils sont obligés de reprendre encore de la drogue et plus. Et là, on tombe dans un cercle vicieux. Ici, vous voyez alors que le problème, c'est que quand vous donnez fréquemment la même quantité, on voit que le corps commence à s'habituer et il résiste finalement à l'effet de la drogue. C'est ce qu'on appelle la résistance à la drogue.
le corps résiste à cet effet. D'accord? Et ceci, c'est une loi physique qu'on appelle la loi de l'homéostasie. C'est quoi concrètement cette loi de l'homéostasie? Imaginez que vous fixez un ressort sur une butée et que vous allez prendre au bout de ce ressort, vous allez poser une masse. Cette masse, vous allez maintenant, qui était à l'équilibre, vous allez maintenant la tirer. Vous allez faire une élongation. Qu'est-ce qui se passe si vous lâchez la masse à ce moment? La masse va vouloir revenir à son état d'équilibre. Ce qui veut dire que vous tirez vers la droite, lui il va vouloir aller vers la gauche. Lorsque vous déplacez un corps de son équilibre, il va vouloir faire l'effet contraire, revenir à son état d'équilibre. C'est ce qu'on appelle la loi de l'homéostasie. Vous voyez ça partout autour de nous. Par exemple, lorsqu'il fait chaud, quand vous avez une forte chaleur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre corps va faire quoi? Il voit que normalement, je suis censé fonctionner à 37 degrés, 38 degrés. Voilà qu'il fait chaud, à l'extérieur, il fait peut-être 40 degrés. Mon corps ne peut pas fonctionner normalement. Alors, il va faire quoi? Il va chercher un moyen pour faire l'inverse, pour le refroidir. Et comment est-ce que votre corps va faire pour refroidir ceci? Eh bien, vous allez transpirer. La transpiration, c'est de l'eau qui sort de vos pores et cette eau qui va s'évaporer va prendre de l'énergie thermique et va vous refroidir. C'est pour ça que quand vous sortez par exemple du bain, eh bien vous sentez que quand ça s'évapore, vous sentez une sensation de froid. C'est juste l'eau qui s'évapore. Eh bien votre corps fait ce moyen-là, produit de la sueur pour contrer la chaleur. C'est ce qui se passe quand vous faites de l'activité physique. La température de votre corps augmente, et bien pour le refroidir, il y a la sueur qui sort. C'est un phénomène naturel, l'homéostasie. Vous voyez ça par exemple quand il fait froid. Quand il fait froid, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voulez produire plus de chaleur intérieure. Pour cela, vous allez manger plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, que même chez les Polynésiens, on le voit très bien. Tous les Polynésiens qui vont faire leurs études en métropole, ils reviennent, ils ont grossi au niveau des joues. Oui, pourquoi? Parce que quand il fait froid, ils mangent un peu plus, et comme leur corps est exposé au froid au niveau de la tête, eh bien, c'est là qu'on va prendre de la graisse. Les Polynésiens, c'est comme ça. Et c'est le phénomène de l'homéostasie. On produit de la graisse pour se protéger, pour avoir pour diminuer le froid. Vous voyez, donc cette loi de l'homéostasie, c'est clair, elle nous dit simplement que quand vous déplacez quelque chose, il veut revenir dans sa position d'équilibre. Lorsqu'on parlait de la drogue tout à l'heure, il avait une sensation normale, mais parce qu'on lui a administré quelque chose qui va créer en lui un bien-être, eh bien, une fois qu'on arrête, qu'est-ce qui se passe? Le corps va vouloir revenir à sa position normale, mais il va aller un petit peu plus, et c'est pour ça qu'il y a cette phase dépressive. D'accord? Et c'est parce que c'est répéter ces choses-là, à cause d'une loi de l'homéostasie qui va se répéter fréquemment, le corps commence à résister. Donc, vous comprenez après pourquoi que dans certains traitements, par exemple le traitement du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, des personnes qui ont du mal à se concentrer. Lorsqu'on traite ces personnes, on leur donne ce qu'on appelle de la ritaline, qui contient le méthylphénidate. C'est lui le principe actif. Et quand on leur donne cela, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que ces personnes, leur trouble diminue. Ils arrivent à mieux se concentrer. Mais comprenez qu'est-ce qu'on est en train de leur administrer. Le méthylphénidate, qui est le principe actif de la ritaline, ce n'est pas du tout un calmant. C'est un stimulant. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on donne un stimulant et on voit pourtant que leur trouble descend? Eh bien, simplement, c'est parce qu'on est en train d'utiliser la loi de l'homéostasie, puisque de nature, c'est des personnes qui sont hyperactives. Eh bien, on va leur donner quelque chose qui va les stimuler davantage et leur corps va faire l'opposé, c'est-à-dire il va vouloir se calmer.
se concentrer. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour pouvoir diminuer ces troubles, eh ben, on va agir à l'opposé. Ils ont du mal à se concentrer, on leur donne encore un stimulant et le corps, au travers de la loi de l'homéostasie, va vouloir contrer cela, cet effet, et va faire qu'il va plus se concentrer. C'est comme ça qu'on traite et ça fonctionne. Et maintenant, il faut vous poser la question, et avec l'insuline? Est-ce que c'est la même chose? Je vous disais, la loi de la physique, c'est universel, ça fonctionne partout. Et regardez qu'il en est de même avec l'insuline. En effet, voici par exemple une étude qui est sortie du New England Journal de l'article la diabétologie. Et voici ce qui se passe. On a pris des patients qui étaient atteints d'insulinome. Ces personnes atteintes d'insulinome, c'est quoi? C'est qu'ils ont une tumeur bénigne au niveau du pancréas et cette tumeur en fait produit fait la même chose que le pancréas, c'est-à-dire lui aussi il produit de l'insuline. D'accord? Donc ces personnes en fait qui sont atteintes d'insulinome, ce sont des personnes qui à cause de cette tumeur produisent plus d'insuline que la normale, à cause de cette tumeur qui rajoute cette insuline. D'accord? Maintenant, on prend ces personnes qui sont atteintes d'insulinome et on va mesurer deux choses. La quantité d'insuline produite ainsi que leur sensibilité à l'insuline. Comment est-ce qu'ils vont réagir à l'insuline? Et on va le mesurer avant d'enlever la tumeur et après avoir enlevé la tumeur. Et ce tableau il se lit en deux parties. Tout d'abord, vous avez la partie de gauche. Ici, ce sont les patients à qui on n'a pas encore enlevé cette tumeur. C'est-à-dire que si vous regardez, les points sont élevés. Autrement dit, il y a beaucoup d'insuline que leur corps produise. Mais si vous regardez, ils sont placés plus vers la gauche parce qu'ici, la sensibilité est faible. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'il y a la tumeur qui produit constamment de l'insuline, leur corps a du mal à sentir cette insuline. Il y a ce phénomène donc de résistance. Il y en a, mais le corps, il ressent moins l'insuline. Par contre, au moment où on va retirer la tumeur, eh ben, c'est cette partie droite que nous lisons. On voit qu'à ce moment où c'est retiré, le corps produira moins d'insuline parce qu'on a enlevé la tumeur, mais surtout, regardez, la sensibilité va augmenter. Ce qui veut dire que quand on enlève la tumeur, maintenant le corps il arrive à ressentir l'insuline. On comprend alors que finalement, qu'est-ce qui fait que le corps est en train de résister à cette sensibilité à l'insuline? C'est lorsqu'il y a une présence fréquente d'insuline. Donc, l'étude a montré que le retrait de la tumeur va renverser la résistance à l'insuline, ce qui nous fait comprendre que ce qui va créer cette résistance, c'est la présence constante d'insuline. Autrement dit, plus le corps est exposé à l'insuline, la loi de l'homéostasie va faire que, il va résister à cette présence d'insuline. C'est comme pour la drogue. Quand on donne de la drogue, le corps va résister à cet effet et on sera moins sensible. Plus il y a de l'insuline, le corps va résister à l'insuline, il va être moins sensible à l'insuline. Et regardez ça, ça a été fait sur des personnes atteintes d'adénome. Mais on va faire le même test sur des personnes en bonne santé, des jeunes adultes en bonne santé. Et qu'est-ce qu'on va leur faire? On va regarder la quantité de sucre présent dans leur corps, c'est-à-dire leur glycémie, et on va regarder également la sensibilité à l'insuline. Avant et après 96 heures d'intraveineuse constante d'insuline. C'est-à-dire que ces jeunes, on va aller faire injecter de l'insuline de façon constante pendant plus de 96 heures. Okay? Donc, ils auront cette insuline et on va mesurer avant l'injection leur taux de glycémie et aussi leur sensibilité. On va refaire
on va remesurer cette sensibilité après les 96 heures. Qu'est-ce qu'on voit? Regardez. Lorsque on n'a pas encore fait d'injection, on voit que le taux de glycémie est assez élevé. Après l'injection d'insuline, qu'est-ce que nous voyons? Que la glycémie a baissé. C'est normal, pourquoi? On leur donne de l'insuline, donc plus d'insuline, les cellules vont s'ouvrir de partout, le sucre va entrer dans les cellules, donc moins de taux de sucre. Par contre, regardez la sensibilité à l'insuline. Avant, ils avaient une bonne sensibilité à l'insuline, mais après avoir exposé leur corps constamment à l'insuline, eh ben, leur sensibilité a diminué de 40%. Oui, ça fonctionne. Oui, le taux de sucre diminue, mais ils sont moins sensibles à l'insuline. Autrement dit, ils sont en train de résister à l'insuline. On voit alors que c'est bien l'insuline qui est en train de causer cette résistance à l'insuline. Ça veut dire que plus on est exposé à de l'insuline, plus votre corps produit de l'insuline, moins vous serez sensible à l'insuline. Voici ce qui crée la résistance à l'insuline basée sur des études scientifiques éprouvées. On résiste à l'insuline parce que le corps produit constamment de l'insuline. Et maintenant, il faut comprendre. Qu'est-ce qui fait que le corps alors va produire constamment de l'insuline et qui va faire que nous allons résister à cet effet de telle manière à ce que les cellules s'ouvrent plus et que le sucre n'entre plus? Qu'est-ce qui fait qu'on est constamment en train de produire de l'insuline? Eh bien, c'est simple. Vous allez voir que toutes les personnes atteintes du diabète de type 2, eh bien, constamment, tous les jours, ils sont en train de boire soit du sirop, soit des limonades, soit des jus de fruits, soit, par exemple, des desserts sucrés, de l'ice cream, gâteaux, des bonbons. Tant qu'on mange ces choses, le glucose qui entre, que fait le corps? Il produit de l'insuline. Insuline, insuline, insuline. Tout le temps exposé à l'insuline. Pas seulement ces choses. Vous allez voir que ces personnes également qui sont atteintes du diabète de type 2, constamment, ils sont en train de manger une autre chose. On a vu qui va produire beaucoup de glucose. Vous vous souvenez, c'était quel aliment? Le blé. Ces personnes mangent le matin la farine de blé, des viennoiseries, des céréales à base de blé, des biscuits faits à partir de la farine de blé, de la semoule de blé, des pâtes faites avec du blé, la pâte faite avec de la farine de blé, des gâteaux faits avec la farine de blé. On mange uniquement ça. On avait vu que le blé hier n'est pas le blé que Dieu avait créé. Il y a une modification en 1950. Ce blé-là, c'est un blé qui nous tue. Parce que l'amidon de ce blé, on a vu, avait une structure qui faisait que lors de l'assimilation, lors de la décomposition, ça libère une grande quantité de sucre. Et on avait vu que son indice glycémique était autant que le sucre blanc. On mange ces choses, on produit du sucre, le corps va sécréter de l'insuline, constamment exposé à l'insuline. Que fait le corps à ce moment quand il y a trop d'insuline? Eh bien, il résiste. Et c'est pour ça que, il n'arrive plus à ouvrir la cellule. Il ne ressent plus cet effet-là. Et les cellules, constamment exposées à la présence d'insuline, ferment la porte. Le glucose n'entre plus. Il reste à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on détecte ces types de diabète. Diabète sucré. Et vous comprenez alors maintenant.
vous allez comprendre la raison, vous comprenez maintenant la raison pour laquelle on dit que cette maladie est incurable. Parce que quand on traite les personnes, avec quoi on va leur injecter? Le problème, c'est la présence d'insuline, mais le traitement qu'on a trouvé, c'est d'injecter l'insuline. Pourquoi on injecte ça? Parce qu'on s'est trompé sur le phénomène de résistance à l'insuline. On n'a pas vu que c'était dû à la loi de l'homéostasie qui régit l'univers. On a compris ça comme c'est la clé qui ne rentre pas, donc on va forcer. Et parce qu'on a interprété comme ça, eh bien on donne de l'insuline, le corps il résiste davantage, et c'est pour ça que tous ceux qui sont atteints de diabète de type 2, on augmente toujours la dose d'insuline. Bien sûr, derrière, il y a des enjeux économiques, parce que la production d'insuline, c'est un gros marché. Et c'est pour ça que ces choses-là, il y a beaucoup qui ne veulent pas qu'on entende. Mais sachez la vérité. La vérité est celle-ci, c'est que lorsque vous prenez la science, quand vous l'étudiez comme il faut, vous allez voir que votre corps peut guérir. Comment? Si vous êtes atteint de diabète de type 2, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, comme vous avez compris pourquoi il y a cette résistance à l'insuline, c'est parce que vous produisez tout le temps de l'insuline à cause de ces produits sucrés. Eh bien maintenant, la première chose à faire, évitez toutes les sources de sucre. Évitez ces choses. Si vous avez besoin de sucre, mangez un fruit, mais pendant le repas. Vous allez comprendre pourquoi. Évitez tous ces sucres-là. Vous allez manger, vous produisez beaucoup d'insuline, vous résistez davantage à l'insuline, tu vas rentrer dans ce cercle vicieux. Donc, pour casser cette résistance à l'insuline, stop au sucre. Également, évite toutes les sauces de blé. Laissons cela. On avait vu que c'est également la sauce qui nous faisait grossir, vous vous souvenez? Chez les Iliens, on va produire de la graisse pour cela. Et c'est pour cela que quand vous voulez éviter de manger ça, c'est simple, c'est pas impossible. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'alternatives. Par exemple, pour le pain, si vous avez besoin de manger du pain, soit vous achetez du pain déjà tout fait, vous allez au magasin et vous cherchez ce qu'on appelle le pain sans gluten. La plupart du temps, on le retrouve dans les rayons congelés. C'est du pain qui est importé de Nouvelle-Zélande et vous allez voir, c'est marqué gluten-free. C'est du pain qu'on peut manger. Vous avez aussi des biscottes dans les rayons bio. C'est marqué, vous avez des rayons au magasin maintenant sans gluten. Allez à l'intérieur, vous avez des biscottes sans gluten. C'est fait à partir de farine, de maïs, d'avoine, de seigle. Donc vous pouvez manger ça. Il n'y a pas ce fameux blé où il y a cette aminopectine qui se détériore en beaucoup de glucose. Évitez tout ce. Comment on sait qu'il y a du blé? Eh bien, quand vous prenez vos aliments, regardez toujours derrière et c'est marqué blé ou sinon, c'est en anglais, c'est marqué wheat. Weet-Bix, ça vous dit quelque chose? Voilà, donc vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est marqué wheat, c'est du blé, ok? Le seul blé qui ne... Sachez qu'il existe encore le blé ancien. Okay, on l'appelle maintenant le blé ancien. Il est commercialisé, mais on ne le trouve pas en grande vente. Ce sont des petites associations qui le vendent. Aux États-Unis, en France, il y a des producteurs de blé ancien. Ça existe encore. C'est le blé dur aussi qu'on appelle. Si vous en avez besoin pour faire du pain, vous pouvez en acheter par Internet. Mais ça coûte un peu cher. Par contre, vous pouvez faire vous-même votre pain, pas avec de la farine de blé, parce que c'est ce qu'on trouve ici, que ce soit bio ou pas bio d'ailleurs, complète ou incomplète. On a vu que c'était le même blé. Maintenant, l'alternative, c'est de prendre de la farine de seigle, par exemple. La farine de seigle, vous pouvez faire du pain avec, si vous en avez besoin de manger du pain. Okay? Vous avez également, pour remplacer, par exemple, vos céréales le matin, pour les enfants qui sont obèses ou qui sont en surpoids, pour remplacer les céréales, regardez, tous les céréales, dès que vous avez marqué blé, c'est ça qu'il faut laisser. Okay? Également, vous avez à la place des céréales à base de maïs. On appelle par exemple les cornflakes. Et prenez ceux qui ne sont pas sucrés. Parce que si vous prenez des cornflakes, oui c'est bien, mais s'il y a du sucre pas dessus, ça ne sert à rien. Donc prenez du cornflakes. Si vos enfants ont besoin de sucré, rajoutez un tout petit peu de sirop d'agave.
Le sirop d'agave contient du fructose qui est métabolisé différemment que le glucose, nous avons vu. Son indice glycémique est 4 fois plus petit que le glucose. Vous pouvez remplacer votre sucre par du sirop d'agave ou sinon un petit peu de miel. D'accord? Contient du maltose, du fructose. Donc, vous pouvez remplacer au petit déjeuner les céréales par tout ce qui est céréales à base de maïs, pétales de maïs. Par exemple, si vous avez besoin de manger de la semoule, vous pouvez remplacer la semoule par de la quinoa. C'est la même texture, presque. Mais c'est meilleur, c'est riche en protéines et il y a 70% de glucides en moins. Donc 70% de glucose que vous pourrez avoir en moins. Si vous voulez par exemple manger des pâtes, eh bien vous avez aujourd'hui des pâtes, ça existe des pâtes sans gluten, dans les rayons sans gluten. Si vous voulez faire donc votre pâte, vos gâteaux, eh bien vous pourrez prendre à la place de la farine de blé, vous pouvez mélanger de la farine de seigle, quand vous voulez faire des crêpes par exemple, mélanger avec de l'avoine par exemple. D'accord? Et les flocons d'avoine peuvent remplacer aussi au petit déjeuner. Ça tient plus longtemps que les pétales de maïs. Hein? C'est plus consistant. Donc aujourd'hui, il existe différentes façons de suppléer le blé. Donc c'est facile à laisser le blé. Et aussi, vous avez du riz complet que vous pouvez prendre pour accompagner, le riz blanc aussi, mais prenez plus complet. Pourquoi? Le fait que ce soit complet, comme je vous disais, il y avait l'enveloppe en plus. Et l'enveloppe en plus contient beaucoup de fibres. Et c'est pour ça que de prendre du riz complet, vous avez plus de fibres, ça ralentit la digestion et l'assimilation des nutriments. Okay? Donc, vous avez moins de glucose qui va entrer dans votre corps lorsqu'il y aura la décomposition de l'amidon. Donc également, vous pouvez prendre à la place, si vous avez besoin d'accompagnement, il y a tout ce qui est racines. Les racines, c'est-à-dire taro, igname, tout ce qui est racines sont bons. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en fibres. Et l'amidon qu'ils contiennent, eh bien, lorsqu'ils vont se décomposer, vont mettre du temps à être assimilés. Donc les racines sont bons, mais pas de blé. Évitez ces sources de blé. Donc, voici comment éviter donc l'insuline. La production d'insuline, c'est d'éviter tout ce qui est sucré, éviter tout ce qui est source de blé, mais également ce qui provoque cette constante production d'insuline, on avait vu hier, c'était la fréquence de vos repas. Nous avons vu qu'à chaque fois que vous prenez quelque chose à manger, puis déjeuner, dîner, vous avez votre taux d'insuline qui augmente. Mais si entre les repas vous grignotez, eh bien vous produisez de l'insuline car tout aliment contient du glucose. Et donc, ce glucose qui va être produit va provoquer une hausse de votre insuline. À tout moment, vous êtes constamment, exposé à l'insuline. Il faut éviter cette exposition et du coup, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien, simplement de supprimer des goûters, par exemple. Là, vous avez déjà moins d'insuline que vous allez produire. Et l'idéal, c'est de supprimer un repas. Là, vous ferez l'inverse, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, votre corps qui aura besoin peut-être de sucre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à l'épuiser dans vos réserves. Et c'est pour cela qu'il commence d'abord à puiser dans le glycogène, comme nous avons vu. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de faire du sport, de l'exercice physique à jeun, le matin ou sinon avant de manger, avant 17 heures. Et le fait de faire cet exercice physique à jeun, vous allez puiser dans vos réserves de glycogène, mais après directement, vous allez prendre comme source de carburant les graisses qui vont se décomposer en glucose. La graisse va commencer à se décomposer. Donc c'est pour cela qu'il faut le faire à jeun, le sport, et chercher vraiment à supprimer ce repas. Vous pouvez le faire parce que vous avez des réserves si vous êtes en surpoids. Donc l'idée, c'est vraiment de supprimer ce repas. Et nous avons vu que c'était ce qui était déclaré déjà par cette dame inspirée par Dieu, Ellen White, où elle nous disait que 2 repas par jour, ça serait l'idéal. Également, ceci aujourd'hui, la science le prouve. Ce docteur du nom de Jason Fung, il est en train d'administrer à ses patients atteints de diabète ce qu'on appelle le jeûne. C'est-à-dire, il y a ce jeûne intermittent, ou un jeûne alternatif, c'est-à-dire qu'on ne mange pas 3 repas, mais seulement 1, voire 2 repas. Jeûne intermittent. Okay? Ou entre les repas, on ne mange rien du tout. Juste 1 fois, voire 2 fois par jour.
Et toutes les personnes qui ont le diabète, c'est comme ça qu'ils les traitent. Eh bien, il y a par exemple ce patient qu'il a eu, un de ses premiers patients. Eh bien, c'était quelqu'un qui était atteint de diabète. Voici en bleu la courbe qui représente le dosage de l'insuline qu'il prenait. Et on voit qu'au bout de 3 semaines, il a complètement arrêté l'insuline, mais surtout le taux d'hémoglobine glyquée a diminué et est redevenu à la normale. Autrement dit, il n'a plus le diabète sans prendre de l'insuline. C'est possible d'arrêter l'insuline. Il faut le faire progressivement et cela se fait au travers du jeûne intermittent. Sauter un repas, supprimer tout ce qui est sucré, supprimer tout ce qui est blé. Et non seulement il n'a plus le diabète, mais comme on le voit sur la photo, il a perdu 15 kilos en 3 mois. Ça, parce qu'on n'accumule plus. On n'accumule plus. Et Jason Fung dira ceci, que le diabète de type 2 peut se guérir dans 90% des cas. C'est une maladie qui peut se guérir parce qu'il est en train de le faire. Et nous avons vu que ça a déjà été dit. En effet, Ellen White, inspirée par Dieu, l'avait dit déjà, que les excès dans le manger sont souvent une cause de maladie. Ce dont la nature a le plus besoin dans ce cas, c'est d'être délivré de la charge excessive qui lui a été imposée. Dans beaucoup de maladies, le meilleur remède est de supprimer 1 ou 2 repas afin que les organes digestifs surmenés puissent se reposer. Manger 2 repas par jour, ça suffit largement. C'est le meilleur remède pour vous. Et nous avons vu comment faire pour arriver à ne pas manger entre les repas, vous vous souvenez? Pour pouvoir avoir cette sensation, moins de sensation de faim. La première chose, c'est d'abord de boire entre les repas. Nous avons vu, pour éviter de grignoter, que après manger, je bois 2 heures après, en petite gorgée, et je m'arrête 20 minutes avant le prochain repas. Donc je bois de l'eau entre les repas, et également pour que ma nourriture que je mange puisse durer longtemps, puisse être assimilée lentement pour limiter la sensation de faim. Il faut que quand je mange, je ralentis le passage des nutriments dans mon sang. Comment cela se fait? Eh bien, on va faire des préparations où il y aura ce mélange d'huile, lipides insaturés, de protéines pour que ça reste plus longtemps dans l'estomac, car c'est ici que ça digère, et aussi de fibres, c'est-à-dire dans les aliments crus, fruits et légumes, qui permettent le ralentissement de l'assimilation. Nous avons vu que cela se fait simplement en pratiquant ce que nous avons vu, c'est-à-dire quand vous allez manger 80% de votre repas cru et 20% de cuit pour les protéines et des lipides insaturés par-dessus pour limiter, ralentir l'assimilation. Vous pouvez le faire au petit déjeuner comme nous avons vu avec le smoothie complet. Nous avons vu qu'on peut le faire à midi comme le soir si on a besoin. Et nous avons vu que le repas du soir, pour ceux qui sont en surpoids ou atteints de diabète, supprimez un repas. Ceux qui sont en surpoids, que ce soit une petite quantité lorsque vous mangez. Mais avec cela, eh ben, il y a ce jeûne également. Vous pouvez bien sûr faire ce jeûne intermittent, c'est-à-dire seulement 2 repas par jour, mais pour que ce soit plus, on va dire, plus bénéfique pour vous, le conseil, c'est d'essayer d'avoir 1 jour par semaine au moins, un jour où vous ne mangez pas, un jour de jeûne complet, où vous allez boire de l'eau simplement. Et vous allez voir que ça va accélérer. Beaucoup de personnes l'ont fait et beaucoup de personnes ont vu comment ça fonctionne. En effet, c'est un conseil. Nous avons vu que tous les conseils qu'elle a donnés sont vrais, n'est-ce pas? Tous sont appuyés par la science. Et elle le dit elle-même, ce conseil où elle dira que très souvent la guérison est obtenue par une courte période de jeûne complet, mais suivi d'un régime simple et modéré. Le tout secondé par les efforts de la nature, c'est-à-dire les autres lois de la santé. On nous dit qu'un régime frugal, c'est pas fruit, hein? Frugal, c'est simple. Un régime simple, pendant 1 mois ou 2, persuaderait bien des gens que le chemin du renoncement est aussi celui de la guérison. Le conseil qui vous est donné, c'est simplement de jeûner 1 fois par semaine. 1 jour par semaine, vous consacrez 24 heures où vous n'allez boire que de l'eau.
Si vous pouvez faire 36 heures, c'est encore mieux. C'est-à-dire, par exemple, vous allez arrêter de manger ce soir, on est samedi soir, et vous allez seulement reprendre le repas, vous sautez demain, dimanche, lundi matin. Lorsque vous voulez rompre un jeûne, il faut le rompre le matin ou sinon dans l'après-midi, mais jamais le soir. Ne le faites pas. Okay? Il faut que votre estomac puisse travailler, il faut que vous soyez éveillé pour digérer. Donc, vous arrêtez de manger le soir et vous pouvez remanger un jour après le matin. C'est ce jeûne qui va vous aider. Sinon, si vous avez du mal, faites des jeûnes de 24 heures. Dans ce cas-là, si c'est 24 heures, j'arrête de manger mon dernier repas le matin et je remange le lendemain le matin. Ça va faire 24 heures. Et en faisant ça, une fois par semaine, le reste après des jours, mon repas sera simple, c'est-à-dire composé de légumes, de fruits crus, à 80%, et le reste, ça sera des aliments cuits, parce qu'on a besoin aussi de manger du cuit, des lentilles, de la quinoa, des racines, okay? Donc avec des oléagineux, etc. Donc voici comment est-ce qu'en appliquant ces choses, vous allez voir que la guérison va venir, sûr à 100%. Si on récapitule alors tous ces conseils pour guérir du diabète de type 2, eh ben, c'est tout d'abord d'éviter les produits sucrés raffinés, tout ce qui est à base de sucre, d'éviter tous les aliments à base de blé, de manger davantage de fruits et de légumes crus, de sauter un repas, si je prends 2 repas ou 3, je ne mange rien entre les repas, pas de grignotage, et je conserve une fois par semaine un jeûne de 24 heures, voire 36 heures. Lorsque vous voulez le faire pour tous ceux qui sont suivis par un médecin et qui prennent aujourd'hui de l'insuline, je vous conseille de ne pas le faire sans être suivi par votre médecin. En parlez-lui. Si c'est un bon médecin, il vous comprendra. Et bien, posez-lui des questions. Posez-lui des questions. Dites-lui que vous voulez essayer d'essayer quelque chose, qu'il puisse vous surveiller, prendre votre taux d'insuline pour voir si ça fonctionne. Ne faites pas comme quelqu'un qui a fait un séminaire qu'on avait donné à Punauia. Il avait entendu ces choses. C'était son fils qui était venu. Il avait dit à son papa, « Papa, il faut que tu arrêtes ça maintenant. Tu arrêtes la viande, tu arrêtes toutes les choses sucrées, tout ce qui est... » Il a tout vidé son placard. Il a forcé son papa à le faire. Et son papa, mis sous le feu, il l'a fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines après, il est reparti voir son docteur. C'était quelqu'un qui était atteint de diabète, son papa. Il est parti voir son docteur. Il a vu qu'il n'avait plus de diabète. Et là, il va dire, « Mais docteur, tu m'as jamais dit ça. Pourquoi tu m'as donné tant d'insuline ?» Non, je ne veux pas qu'on arrive à là. Ce n'est pas le but. Okay? Donc c'est pour ça que je vous dis, vraiment, parlez-en à votre docteur. Dites-lui que vous aimeriez arrêter ces choses parce que vous voulez essayer de voir ce que ça donne. Et vous allez voir, il va vous suivre. Il va vous suivre, prendre régulièrement votre taux de glycémie, et vous allez voir qu'il va baisser. Il va baisser. Ça fonctionne. Ça fonctionne. En effet, j'aimerais vous parler de mon père, Albert Apoto. C'est mon papa avec mon fils quand il avait 1 an, moins d'1 an. Donc, mon papa, c'est quelqu'un, comme vous le voyez, qui est en surpoids. En 2015, ce qui s'est passé, c'est qu'on a détecté chez lui un diabète. Donc à jeun, il avait une glycémie trop élevée. Et en plus, il faisait déjà de l'hypertension depuis un bon nombre d'années. Et voici que, 2015, diabète détecté. Et à chaque fois qu'il retourne voir son médecin, on ne fait que voir son taux de glycémie qui augmente. Ça ne s'arrange pas. C'est à ce moment-là où, en 2018, on va lui proposer, le médecin va dire, on sera obligé maintenant de te mettre sous insuline. Et là, ça lui fait réfléchir parce qu'il ne veut pas se faire piquer. Et c'était cette même période, donc le voici, torse nu, pour voir que, voilà, il est assez énorme. C'est lui qui m'a dit, mets cette photo, Je lui ai demandé, donc ne vous inquiétez pas. Il m'a dit, oui, vas-y, mets cette photo. C'est lui qui m'a envoyé la photo. J'ai dit, ok, papa. Et donc, il va dire ceci. Cette même période où on va lui dire qu'il faut qu'il s'injecte de l'insuline parce qu'il avait le diabète,
Ça fait 3 ans, ça ne fait qu'augmenter. Il faut que tu te mettes à l'insuline, ça va lui faire réfléchir. Et en même temps, ce même moment, vous vous souvenez de Samuel Amblin, mon grand copain. Il va nous inviter à aller à la campagne chez son papa à Tautira. Okay? Et à ce moment-là, c'était suite à l'événement où j'avais rencontré son papa et donc je lui avais conseillé de jeûner. Et là, il va voir que Samuel Amblin, le papa Sam, pratiquait le jeûne. Il jeûnait une fois par semaine, il ne mangeait pas le lundi. Et là, ça va lui faire un déclic. Il va se dire, peut-être qu'il faudrait aussi que j'essaye. Si lui, il arrive, je vais essayer aussi de le faire. Et il s'est renseigné au sujet du jeûne, donc il a pris des bouquins, et il a vu que c'est vrai que le jeûne peut guérir. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à jeûner. Du dimanche soir, son dernier repas, il va en manger simplement le mardi à midi. Il saute le lundi. Et en même temps, il va laisser la viande de côté. Il va laisser toutes les sources de blé, le pain, le riz, tous les féculents, il les laisse de côté. Il va manger uniquement des crudités. Et il va suivre ce régime pendant plus de 4 mois. Il va faire cela, pratiquer. Et voici que, au bout de 4 mois, il retourne voir son médecin. Vous savez ce qui s'est passé? Prise de sang, plus d'hypertension. Prise de sang a montré surtout plus de diabète. Tout est revenu à la normale et en plus, avec ça, il a pu perdre plus de 15 kilos. Donc je dis, merci Seigneur, papa, gloire à Dieu. Il a réussi à maigrir comme ça et aujourd'hui, il se porte bien. Il sait que le jeûne fait du bien et il continue à jeûner. Il continue à pratiquer ce jeûne du dimanche soir au mardi soir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il va mieux aussi mentalement, il se porte bien. Il se porte bien. Et donc, c'est pour vous dire que le jeûne fonctionne. Pratiquer la réforme sanitaire fonctionne. Faites-le, bien sûr, si vous êtes malade, mais quand vous le faites, n'oubliez pas ce que nous avons vu avec. Parce que la santé, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il nous faut aussi avoir du soleil pour la vitamine D. Nous avons besoin également d'air pur. Nous avons besoin également d'une nourriture convenable. Nous avons besoin de pratiquer la tempérance, plus d'alcool, de drogue et de tabac. Nous avons besoin de boire régulièrement de l'eau pour nous hydrater. Nous avons besoin d'avoir cette foi, cette confiance en Dieu. Nous avons besoin de pratiquer de l'exercice physique pour faire circuler la lymphe et nous avons besoin de régénérer notre corps lors du repos. Et lorsque nous pratiquons ces lois de la santé, lorsque nous les mettons en pratique, sachez que Dieu va bénir nos efforts. Nous ne faisons que nous soigner au travers de ces choses. Ça va, les médecins aussi vous soignent, mais celui qui vous guérit, c'est Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous donne cette promesse dans Psaume 103, versets 2 et 3, qui nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il guérit toutes tes maladies si tu observes toutes ses lois. » Et c'est pour ça, mettez-le à l'épreuve et vous allez voir, Dieu vraiment peut vous donner la guérison, Dieu peut vous donner une santé de fer. Maintenant, c'est à vous de l'essayer. Vous ne perdez rien, mais vous avez tout à gagner. Merci à tous d'avoir suivi ces conférences. Que Dieu vous bénisse. Amen.